France, Pourquoi? parce que la politique de développement ne plaît pas à la France, dans la région. Vous parlez bien de la France qui qui a des agences françaises de développement partout en Afrique. Bah, vous prenez par exemple les gens qui s'opposent le plus, et c'est tout le paradoxe, c'est l'IRD, l'Institut de recherche et de développement français. Vous avez soi-disant tous les grands pontes de l'économie sociale et solidaire et écologique, ils sont tous opposés au projet. Pourtant, c'est une catastrophe écologique. Mais ils ne veulent pas intervenir. Sébastien Périmoni, voulez-vous par là me dire que la France est contre le développement des pays, de ses anciennes colonies? L'oligarchie financière internationale et ses relais en France a organisé de manière volontaire le sous-développement des 3/4 de la planète. C'est pas simplement l'Afrique. Ça a été en Amérique latine, ça a été l'exploitation de la main-d'œuvre asiatique. Aujourd'hui, la Chine est en train de s'en sortir, mais ça a été l'exploitation de la main-d'œuvre asiatique pendant des années. C'est-à-dire qu'on avait un triptyque, il y avait l'exploitation de la main-d'œuvre asiatique pour notre surconsommation. On avait les guerres au Moyen-Orient pour le pétrole, donc on a des régions qu'on a constamment déstabilisées, et le pillage des matières premières en Afrique pour tout ce qui est nos technologies modernes. On connaît l'affaire du coltan, le smartphone. Donc c'était le triptyque de l'oligarchie. Voilà, exploitation en Asie, pillage, guerre au Moyen-Orient et pillage des ressources en Afrique. Donc ça a été sur ça qu'a été basé le monde pendant plus de 30-40 ans aujourd'hui. Donc évidemment que c'était volontaire. Et la France, enfin du moins les gens qui ont pris le contrôle de la France depuis le départ de Gaulle, parce que ça s'est joué surtout après 71, quand les règles du jeu économique ont changé. C'est-à-dire que c'est devenu finalement la loi du plus fort. Donc évidemment, c'est jamais les plus gentils qui gagnent sur ce terrain-là. Donc ça a été petit à petit ça, et ça a été maintenu. Donc oui, évidemment. Vous savez, Macron, il a dit le CFA, finalement, c'était peut-être pas si mal, c'est pour ça qu'on va le continuer un peu, ça permet la stabilité des prix, ça permet de garantir un peu. Vous voyez, bon. Moi, j'ai sorti les chiffres des 8 pays là. Les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont concernés par la réforme. Donc il y a 189 pays dans le monde. Et l'index de développement humain, c'est-à-dire qui donne en gros le niveau de pauvreté. Je peux vous dire qu'en Afrique centrale, l'index de développement humain, le Cameroun, qui est quand même le plus grand poumon d'Afrique centrale, d'Afrique CEMAC, n'arrive qu'en 3e position, ou bien en 4e même, juste devant le Tchad et la RCA. Là, en tout cas, j'ai les pays. Sur 189 pays dans le monde, le Bénin c'est 163e sur 189, le Burkina Faso 182e sur 189, la Côte d'Ivoire 165e sur 189, la Guinée-Bissau, le Mali 184 sur 189, le Sénégal 166, Togo 167 et le Niger 189 sur 189. C'est le pays... Vous parlez de ces pays où arrive à prendre l'uranium là. C'est-à-dire que le pays où on prend l'uranium, nous, depuis 40 ans, c'est le pays le plus pauvre, de la planète. Et tous les pays qui sont dans la zone CFA sont tous dans les 30 pays les plus pauvres de la planète. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de réussite monétaire, de la garantie de la France par rapport à leur monnaie. C'est une blague. C'est les pays les plus pauvres de la planète. Donc pour moi, ça suffit à montrer l'échec total, si ce n'est la complicité et la volonté de maintenir ces États en état de pauvreté. Poursuivons toujours sur la monnaie. On parle de l'écho en Afrique de l'Ouest qui ne sera pas une réussite. D'ailleurs, vers quoi s'achemine-t-on? Le Nigeria, le Ghana et les pays lusophones d'Afrique de l'Ouest pourraient... Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Créer leur propre monnaie désormais? Oui, ça va être compliqué parce que, bon, déjà, il faut voir que l'écho tel que le propose M. Macron, il y a un projet de loi en France, c'est un projet de loi qui a été posé en France, qui va probablement être voté d'ailleurs, ça, il n'y a pas de problème, mais ça ne veut pas dire que ça va régler le problème en Afrique. Est-ce que les pays africains, on sait déjà, par exemple, que le président du Niger se rebelle un peu. Il a été mis en place par les intérêts français à une époque où on a viré Mamadou Tandja. Peu importe, au fur et à mesure du temps, on change. Lui a dit non, on ne va pas accepter cette réforme. On veut que notre monnaie soit indexée, comme tous les monnaies dans le monde, sur le yuan, le dollar, et voilà. Il n'y a pas de raison que ce soit l'euro, ça ne nous avantage pas du tout, et c'est ce qu'explique très bien M. Gbagbo, encore une fois, c'est une machine à détruire les économies, ce franc CFA accroché à une monnaie comme l'euro. J'espère qu'il ne va rien lui arriver au président nigérien. Oui, j'espère, Issoufou, en tout cas il a quelques problèmes. Mamadou Issoufou. Voilà, il a le courage de s'opposer à ça.
Mais après, bon, j'ai l'impression que lui, il le fait plutôt de manière relativement, on va dire, honnête. C'est dire à estimer, pas comme le président du Tchad, qui à chaque fois qu'il veut obtenir quelque chose, il dit oui, mais le franc CFA, c'est pas bien, il va sur RFI, il dit attention, c'est pas bien, je suis pas content, puis après on l'appelle, bon, qu'est-ce que tu veux, et puis on s'arrange. Bon, voilà, il y a des pays qui jouent un peu aussi là-dessus, hein. Mais bon, j'ai l'impression que l'écho tel que le veut la France et Ouattara, qui est le représentant du FMI en Afrique, je veux dire, c'est ni plus ni moins que ça, hein, je veux dire, et voilà. Je suis pas sûr que ça se passe aussi bien qu'il le souhaite sur le terrain, en tout cas. Vous n'êtes pas sûr que ça se passe bien comme la France le souhaite? Oui, exactement, je ne suis pas sûr du tout même. Et c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il va y avoir des résistances. Je citais le président Issoufou, j'espère qu'il va coaliser d'autres gens autour de lui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui jouent un certain poids dans cette Afrique de l'Ouest, sont plutôt pieds et poings liés, pour ne pas dire rampants devant la politique de la France, enfin ce que veut faire la France en Afrique. Donc voilà, mais je pense que des résistances vont émerger, je pense qu'il y aura du lobby aussi des pays anglophones qui veulent aller vers cette organisation d'Afrique de l'Ouest. Et de toute façon, il y aura intégration, puisque à partir du moment où il y aura ces projets qui petit à petit vont être mis en place, de relier les capitales entre elles, etc., de redévelopper le commerce interafricain, etc., on va arriver à tendre vers ça. Mais bon voilà, je ne suis pas sûr que le pari qu'a fait Macron et Ouattara, c'est un pari gagnant pour l'instant, c'est à voir. C'est difficile à estimer. C'est dans une certitude. On ne verra pas le Ghana et le Nigeria dans cette monnaie éco sous cette forme-là. Soit on la retouche, soit niette. Oui, ils n'accepteront jamais d'être attachés à l'euro. Pourrait-on assister à la création d'une nouvelle monnaie pour ces pays-là, par ces pays-là? C'est une possibilité. Alors, est-ce que déjà Macron et Ouattara vont réussir? Dans ce cas-là, ça retarderait le développement des 8 pays concernés, et peut-être qu'après, les autres vont créer leur truc et vont réussir à faire venir d'autres avec eux pour élargir le développement, parce que ça marchera forcément mieux que ce que nous on va faire, qui marchera pas, c'est pas le but. C'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Puis il y a aussi des élections qui vont rentrer en jeu. On a Bouhari, qui est quelqu'un d'assez volontaire, qui est quand même très chahuté dans son pays quand même, il y a beaucoup d'opérations contre lui. Hein. Bon, ça dépend aussi des élections. N'y aurait-il pas eu main étrangère derrière ce traitement-là? Bien sûr que si. Parce que Maria Arena me le disait l'année dernière, nous le disait, je l'ai publié sur GMT+, que l'Occident tirait les ficelles pour faire tomber Bouhari. Il y a tout un combat autour du projet, d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, il y a un chapitre sur l'Africa-Rail, qui est ce projet de boucle ferroviaire, vous savez, entre Abidjan, Ouagadougou, Niamey, jusqu'à Lomé et au Bénin, au Togo, etc., Cotonou. C'est toute une boucle qu'avait acheté Vincent Bolloré dans les années 90, au moment où, sous la pression du FMI, on a privatisé les chemins de fer. Donc Bolloré a tout racheté, il a dit on va faire une boucle, etc., on va connecter tous les pays entre eux, ça va être magnifique, ça n'a jamais été fait. J'ai pas pu le prendre, mais quand j'étais à Abidjan, on m'a dit que le train qui allait d'Abidjan à Ouagadougou, il allait à 36 km/h. Oh, 36 km/h. Je crois, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas pu le prendre pour vérifier, je voulais vérifier, mais bon. Il vaut mieux prendre la voiture. Oui, voilà, il marche pas en fait le train. Donc ça c'est Bolloré, c'est les grands succès de Vincent Bolloré en Afrique. Donc voilà, donc cette boucle, aujourd'hui, les Chinois sont intéressés pour travailler avec les pays pour le faire, mais il y a un procès en cours, parce que Bolloré a les droits, et donc il ne veut pas les céder, enfin il y a toute une histoire, il y a un blocage. Il a perdu un procès au Bénin. Oui, il a perdu, parce que Patrice Talon et Issoufou d'ailleurs ont demandé à Bolloré de se retirer, et on considérait ce qui avait été signé à une époque comme nul et non avenu, donc puisqu'il n'avait pas fait ce à quoi il s'était engagé, il y a tout un ambroglio juridique, et puis il y a beaucoup de pression politique aussi. Pression politique venue de quel pays? De la France. De la France. Il faut appeler le chien par son nom. Ah oui. Bah, vous savez, moi je cite même, parce que les gens vont dire oui, mais vous êtes un peu complotiste ou je ne sais quoi, vous voyez, mais je cite même Michel Rocard, qui a fait une tribune dans Le Monde, où il explique que, dans le journal Le Monde, il explique voilà, Mamadou Tandja avait envoyé son fils comme ambassadeur en Chine d'ailleurs, je crois. Il a dit voilà, les Chinois veulent nous aider à faire un chemin de fer, ils veulent développer ceci, puis Bolloré contrôlait tout. Donc, et Michel Rocard dit voilà, ce qui est marrant, c'est que dès que l'Élysée était au courant de ce contrat, qu'on en discutait, Bolloré a été prévenu, Mamadou Tandja, une semaine après, il n'existait plus. Il y a eu un coup d'État en une semaine.
Et ça, c'est dit dans le journal Le Monde par Michel Rocard, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Michel Rocard, ancien Premier ministre français, pour ceux qui le connaissent. Qui dit, voilà, explicitement, on a fait un coup d'État. Ça veut dire on a viré Mamadou Tandja parce qu'il voulait coopérer avec la Chine. Et bon, on peut aimer ou pas Bozizé. À une époque, c'était un peu la même chose. François Bozizé, oui, de la RCA. Qui n'était pas parfait, loin de là, hein, j'entends bien. Et d'ailleurs, Mamadou Tandja non plus. Mais vous voyez, dès qu'il y a des pays qui veulent réorganiser ou négocier, bah, ils sont en difficulté politique. Parce que la France n'est pas prête à lâcher, comme on le dit d'ailleurs dans les médias français, son précaré. Voulez-vous dire que le problème de l'Afrique noire francophone, c'est la France? Bah, c'est des intérêts financiers français. Oui, des groupes français. Orange, vous allez à Abidjan, Total, Orange, toutes les pubs c'est Total, Orange, voilà. Donc c'est des groupes qui font énormément d'argent en Afrique. Bolloré, évidemment, je ne le mentionne même pas, les forêts, l'huile essentielle, les huiles dans les forêts, tout, il contrôle du parleur. Je ne vous cache pas que c'est mon ancien patron. Voilà. Dans ce livre, je raconte d'ailleurs ma mésaventure chez Vincent Bolloré. Ben voilà. Pour passer mon entretien d'embauche, c'est avec Michel Roussin que je le passe. Ah oui, d'accord. Michel Roussin, oui, bien sûr. c'est écrit dans ce livre, lisez-le, ils ont vendu mon frère. Pourquoi c'est Michel Roussin qui me passe, qui est numéro 2 du groupe Bolloré à l'époque, qui me passe mon entretien d'embauche pour accéder à une chaîne de télévision? Je ne comprends pas très bien. Et vous vous doutez que lors de cet entretien, on pose toutes les questions, mais on ne parle jamais de télévision. Oui, bien sûr. Parce que je suis noir, il faut que j'explique pourquoi je veux travailler pour Bolloré en France. Oui, bien sûr. Voilà ce que j'ai vécu chez Bolloré. Donc oui, non, ben, évidemment que c'est des intérêts français, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas la France. C'est pour ça que le message que moi je fais passer partout, c'est vraiment que les Français, les Africains, sont dans un combat contre une même oligarchie. Et pour moi, l'euro et le franc CFA, c'est la même chose. Monsieur Cheminian avait écrit une très bonne tribune d'ailleurs à l'époque, c'était Euro, CFA, même combat. Il a tout à fait raison là-dessus. Et quand on a vu ce qui s'est passé après la crise de 2008, il avait dit, voilà, ce qu'on fait à la Grèce, c'est l'Afrique qui arrive en Europe. Puisque c'était exactement des pays qu'on avait endettés, on avait trafiqué leurs comptes avec Goldman Sachs, on leur avait fait des prêts, des prêts, des prêts. Après, on les a cachés, comme le FMI. Hein. Puis ensuite, on a dit, ah, vous êtes pays pauvres, très endettés, vous savez, les fameux... vous êtes pauvres, très endettés. Les PPE. Plus vous allez être pauvres, très endettés, plus on va vous aider. Hein. Alors allez-y, hein, vraiment privatisez tout ce que vous pouvez. Ouais. Bon. On a fait pareil en Grèce. Aujourd'hui, vous avez des femmes voilà, qui se prostituent en Grèce pour 3 €. En Europe. Donc c'est ça l'oligarchie contre laquelle on se bat aujourd'hui. C'est pas une oligarchie blanche contre des gentils noirs. C'est pas du tout ça le problème. Parce que des oligarques noirs, je peux vous dire qu'il y en a qui sont prêts à tuer leur peuple et à vendre leur peuple. Il y en a beaucoup aussi. Je parle de plein de gens. Voilà, donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le message qu'il faut passer. C'est vraiment un message, c'est pas la France ou l'Afrique ou le blanc ou le noir. On est face à une oligarchie et ce qu'il faut constamment amener sur la table, c'est comment on reprend le contrôle de l'émission monétaire, de l'argent, du crédit et qu'on mette en place les politiques de développement dont je parle dans ce livre. C'est vraiment ça le combat qu'on doit mener. Et on doit le mener ensemble. Et ça, que vous soyez brésilien, uruguayen, zambien ou tchadien. C'est le même combat. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.